La semaine dernière, on s'est attardé sur Little Computer People, un jeu conçu par un certain David Crane. Souvenez-vous, il s'agissait d'un concept tout à fait atypique pour l'époque, puisque le but du jeu était tout simplement de s'occuper et de partager son écran d'ordinateur avec un petit personnage. Aujourd'hui, on connaît les Tamagotchi, les Sims. Ça semble donc assez bateau, mais en 1985, il s'agit d'un titre tout à fait original qui marquera l'histoire du jeu vidéo. Ce David Crane devait avoir un esprit sacrément créatif pour s'éloigner tant des traditionnels shoot'em up ou jeux de plateforme. Et pour vérifier cela, j'ai parcouru l'ensemble de ces jeux. Nous allons nous focaliser sur ses premiers titres. David Crane est embauché par Atari. Il conçoit donc, en toute logique, des jeux destinés à l'Atari 2600. Et voici son premier jeu, Outlaw, une adaptation console du célèbre Gunfight, un jeu d'arcade renommé bien qu'un petit peu vieillot, même pour l'époque. Vous me direz, il n'y a rien de plus simple, reproduire simplement les mécaniques du jeu original, certes. Mais si ce titre sera présent dans bon nombre de ludothèques de l'époque, ce n'est certainement pas dû à un heureux hasard. En plus du mode de jeu basique, nous pourrons affronter notre ami au milieu du trafic routier, un mur pourra séparer les deux joueurs en début de partie qu'il sera nécessaire de briser pour atteindre son adversaire, un mode de jeu solo a été incorporé avec une cible à atteindre un maximum de fois en un temps limité, plusieurs modes de jeu enrichissent considérablement le titre, permettant au gameplay de se renouveler. Il s'agit d'une très bonne adaptation, renommée aujourd'hui encore auprès de ceux qui ont côtoyé cette période. En toute logique, il enchaîne avec une deuxième adaptation, celle de Canyon Bomber. Chaque joueur est à bord d'un ballon dirigeable et celui qui parvient à détruire le plus de briques gagne la partie. Là encore, le titre est enrichi par de nouveaux modes de jeu en variant simplement les éléments visuels pour conserver le gameplay de base et ne pas surcharger les capacités mémoire très limitées et des cartouches. David Crane impressionne, seulement il n'est pas heureux à son travail. Pour deux raisons, les conditions de travail imposées par Atari, assez difficiles, mais plus encore leur politique concernant les auteurs. Les programmeurs, designers, codeurs, etc. ne sont jamais cités ni dans le manuel, ni au sein du jeu. Vous ne trouverez pas de crédit sur les jeux d'Atari 2600. Pourquoi ? Pour que l'on ne retienne qu'un seul nom, celui d'Atari. Les salariés doivent s'effacer au profit de l'éditeur. Beaucoup trouveront des astuces, comme Warren Robinet, qui inscrira son nom dans une salle cachée de son jeu Adventure, échappant donc au contrôle de sa direction. Mais c'est pas le sujet. David Crane est mécontent et avec plusieurs amis, ils décident de fonder leur propre société Activision, le premier éditeur tierce aux États-Unis, qui s'occupera simplement de développer des jeux pour les vendre à Atari, Mattel et consorts. Et bien le premier titre de David Crane sous l'égide de la firme est Dragster, un titre très particulier puisqu'une partie dure à peu près 7 à 8 secondes. Ça fait court. Chaque joueur est au volant de son dragster et doit passer les différentes vitesses au meilleur moment pour être le plus rapide possible, en faisant attention de ne pas trop pousser le moteur ou ce sera l'explosion. Si vous parveniez à être en dessous des 6 secondes, preuve à l'appui avec une photo, Activision vous offrait un badge pour vous récompenser. Et déjà, notre talentueux développeur s'éloigne des canons habituels du média, avec des titres au concept particulier. Son quatrième jeu, le voici, un concours de pêche, pas vraiment palpitant au premier abord. Plus le poisson que vous attrapez se trouve bas, plus il rapporte de points. Seulement, aller dans les profondeurs, c'est prendre des risques. Un requin rôde et n'hésitera pas, s'il tombe dessus, à chaparder votre prise. Bien que le jeu soit fun, rien de très exceptionnel n'est à en retenir. En revanche, le titre suivant se démarque un peu plus des productions de l'époque. Il s'agit de Laser Blast, un shoot'em up où vous vous retrouvez cette fois-ci dans la peau des envahisseurs, et c'est vous qui pilotez la soucoupe volante. Habituellement, on se trouve en bas de l'écran pour éradiquer les aliens, puisqu'ici nous les incarnons, nous nous retrouvons logiquement en haut de l'écran, laissant donc leur place aux terriens. Assez déstabilisant au premier abord, le titre bouleverse quelque peu nos habitudes. Le but est d'éviter les tirs ennemis et d'éradiquer toute présence humaine afin de coloniser la planète bleue. Il reprend certes les mécaniques classiques du shoot'em up, mais en renversant l'intrigue, et par la même occasion l'aspect visuel du jeu. Puis débarque Freeway, assez minimaliste. On reprend le gameplay du début du jeu de Frogger, souvenez-vous, pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand, même si ici on ne peut qu'avancer ou reculer. Le but, traverser la route plus de fois que son adversaire. Puis ce sera un jeu de course, Grand Prix, qui lui est même pour le coup assez frustrant. Les concurrents sont simplement là pour gêner puisque l'on joue contre la montre, et la faible visibilité nous contraint régulièrement à l'accident.
Pas d'inquiétude, le talent du monsieur va pleinement s'exprimer au cours des mois suivants, avec notamment son jeu le plus célèbre aujourd'hui, Pitfall, un titre qui a marqué son époque. C'est que, souvenez-vous, les jeux de plateforme étaient bien souvent réduits à un objectif à atteindre dans un unique tableau, que ce soit rejoindre le gorille ou récupérer tous les œufs. Un côté aventure se dégage de Pitfall, des caractéristiques que l'on n'avait pas l'habitude d'attribuer aux jeux de plateforme. Les tableaux sont liés les uns aux autres, ce qui donne un grand monde à parcourir, avec 2 itinéraires, les souterrains et la jungle. Mais le plus surprenant, c'est que nous sommes sur Atari 2600, une console qui limite drastiquement les possibilités contrairement à l'arcade. Un univers si riche avec des graphismes détaillés et colorés, c'est un véritable exploit technique. David Crane est d'ailleurs reconnu aujourd'hui principalement pour ce titre, ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque son chef-d'œuvre sera sa suite Pitfall 2. Et on lorgne toujours plus du côté du jeu d'aventure, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un monde ouvert où l'exploration prend une place centrale, une sorte de Metroid avant l'heure, avec des checkpoints, des scrollings, des musiques. Le titre est techniquement bluffant. David Crane a su pousser jusqu'à ses derniers retranchements une machine qu'il a fini par connaître sur le bout des doigts et a usé de toutes sortes d'artifices pour proposer une si grande variété au sein d'un même jeu. David Crane et l'Atari 2600, c'est une longue histoire. Il est impossible de parler de la console sans citer le bonhomme, et inversement. Par la suite, il proposera quelques très bons titres, tels Little Computer People, le réaliste Amazing Tennis, ou encore A Boy and His Blob, un très bon jeu assez méconnu. Au cours de sa carrière, David Crane a marché hors des sentiers battus en proposant des titres originaux à une période où les capacités techniques des machines limitaient les possibilités, mais il ne s'est pas arrêté à cela, rusant pour contourner le hardware des consoles afin que les jeux s'approchent le plus possible de ce qu'il avait en tête, démontrant par la même occasion toute la créativité nécessaire à l'élaboration d'un grand jeu vidéo. Si j'ai tant d'admiration pour le bonhomme, c'est aussi parce que, personnellement, dans un jeu, j'apprécie l'originalité, l'inventivité. Aujourd'hui, il faut aller du côté des indépendants pour trouver ce genre de titre, comme Super Hot, un FPS où le temps ne s'écoule que lorsque l'on se déplace, The Stanley Parable avec un narrateur cherchant à dicter nos choix, Crypt of the Necrodancer, un roguelike à suivre au rythme de la musique, et quantité d'autres jeux. Il y a toujours des personnes qui cherchent à bouleverser nos habitudes de joueurs, que ce soit à l'époque de l'Atari 2600 ou aujourd'hui. J'espère que cette sorte de hors-série vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique. Salut à tous!